C'est un art qui a été récupéré par la bourgeoisie. Il y a un manque de mixité sociale, il y a un manque de jeunesse. J'aimerais tellement que ce soit encore plus populaire, quoi. Nos politiques ne font rien pour sauver la culture. Bonjour, je suis Alexis Imeros. Je suis auteur, créateur, producteur de plusieurs podcasts et j'interviewe des personnalités de la culture et des médias. Bienvenue sur Un café au comptoir, ça commence maintenant. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un humoriste. Il réalisait alors un micro-trottoir où il demandait à des gens de chantonner un air célèbre, puis de dire de quelle œuvre il était tiré. Mais je n'y étais pas, mais pas du tout. La deuxième fois que je l'ai vu, il était confortablement installé dans son fauteuil de gamer et j'ai pensé qu'il allait, comme sur Twitch, présenter sa progression dans le dernier jeu vidéo à la mode. Je n'y étais pas du tout non plus. La troisième fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était commentateur sportif en l'entendant hurler le fameux « Goal !» au moment où le ballon rond passe entre les filets d'une cage devant 22 gars en short, pour une moitié ravie, l'autre dégoûtée. Mais une fois encore, je n'y étais pas du tout. J'ai pourtant fini par comprendre quel était le centre d'intérêt de ce youtubeur d'un genre assez particulier. Son truc à lui, c'est la musique classique. Comment ça, classique ? Savante ? Oui. Baroque ? Oui, aussi. De chambre ? Totalement. Romantique ? Absolument. Tout ça, c'est sa passion. Ce Normand né en 1991 a créé en 2015, sur la plus célèbre des plateformes, sa propre chaîne. Le nom de celle-ci ? Révisons nos classiques. On aurait pu craindre, au vu de son titre, que cette pastille ne soit la création de quelques spécialistes arrogants et pédants, caricature de certains artistes de la scène classique. Mais non, conçue par quelqu'un qui aime le son, la musique, elle n'a pour ambition que le désir de partager ce qui le fait vibrer, tout simplement. Et cet ancien étudiant en musicologie possède bien les bagages qui lui permettent légitimement de discourir sur les sujets qu'il apprécie. Il a pratiqué le piano, le violoncelle, le chant classique et s'est essayé à la radio et aux chroniques footballistiques. Tout lui a été bon pour préparer son lancement dans l'aventure médiatique. Et il a fait mouche. Presque 50 000 fidèles sur sa chaîne YouTube. Révisons nos classiques, suivent ses conseils, ses enquêtes, ses engagements aussi. On a ainsi pu le voir aux dernières élections manifester aux côtés de l'orchestre du Nouveau Monde, devant le siège du parti d'extrême droite, le Rassemblement National. Aujourd'hui, je le rencontre à l'occasion de la sortie de son livre « 49 petites histoires de la musique classique » qu'il signe aux éditions DBS. Derrière ces faux airs de fiches pratiques, fichtrement pratiques, c'est un ouvrage composé d'informations passionnantes, inédites sur les plus grands compositeurs de musique classique. Nous sommes au Café de Paris, face à l'Opéra Garnier, temple parisien de la musique, où ont été jouées les œuvres de Tchaïkovski, de Massenet. Ici, dans ce café où sont passés Serge de Diaghilev, créateur des ballets russes, et Serge Liffard, le célèbre maître de ballet de l'opéra, et nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on y prend ? Un café au comptoir, évidemment. Bonjour Guillaume Benoît. Bonjour Alexis Emeros. Musique classique, chaîne YouTube, ça paraît surprenant. Comment c'est né ? Déjà, merci pour cette belle introduction. Plaisir. Très fidèle, très sympa. Comment c'est né ? C'est à une époque où j'étais animateur radio dans la région angevine. Et je passais 5 à 6 fois par jour du Maître Gims. Et c'est pas que j'aime pas Maître Gims, mais au bout de quelques mois, il a commencé à me manquer quelque chose et c'était la musique classique. Et ça correspond aussi à la période où beaucoup de youtubeurs se sont lancés dans la vulgarisation, que ce soit de l'histoire ou des sciences et bien d'autres sujets, mais pas la musique classique. Alors je me suis dit, pourquoi pas, ayant déjà eu une expérience sur YouTube, mais sur Minecraft, le fameux jeu vidéo cubique, je me suis dit que je savais faire du montage, je connaissais la musique, alors c'était à moi de me lancer. Une belle partition en tout cas. Aujourd'hui, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans. Ça fait quoi de constater qu'on a consacré 9 ans de sa vie à un projet qui est un projet artistique quand même ? J'ai pas trop l'impression de vraiment réaliser, un peu plus peut-être aujourd'hui avec la sortie du livre, mais c'est une histoire qui a été un peu tourmentée quand même et entrecoupée par des épisodes de flemme, mais aussi des épisodes de Covid. Donc c'est presque 10 ans et en même temps c'est très peu quand même, parce que j'aurais aimé en faire tellement plus que il y a une petite frustration.
Mais je suis quand même fier de ce que j'ai réalisé. Il y a des choses que je trouve vraiment incroyables, alors qu'on a fait ça à deux avec mon fidèle réalisateur Aurélien Lovenbruck. Euh, et donc, il y a encore un goût d'inachevé, mais j'ai Pas encore du temps. terminé, Voilà. c'est pas terminé. Ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à manier l'humour et la musique classique. On a l'impression que c'est antinomique. Ouais, alors moi, j'ai l'impression de pas être drôle du tout. Quand je Ah bah, revois mes vidéos... pourtant, alors, moi, il y a une vidéo qui m'a fait mourir de rire, c'est celle où vous commentez des vidéos. Vous voyez plein de vidéos de reprises de musique classique, Oui. d'œuvres célèbres de musique classique, et c'est complètement tordant, parce que vous-même, vous êtes éclaté de rire. Oui, bah, c'est vrai que j'avais demandé, je crois, dans cette vidéo à mes abonnés, comme on dit, de m'envoyer des suggestions. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient franchement loufoques. Après, moi, je supporte pas de me voir en vidéo, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai choisi ce médium, mais j'ai beaucoup de mal avec mon image. Et j'ai du mal à me trouver drôle, à me trouver intéressant. Mais bon, c'est tant mieux si ça vous a plu. Hein, moi, je suis ravi. Puis ça a plu à d'autres personnes aussi, donc c'est super. Et surtout, ça permet de faire passer un message, de montrer, de la même manière que quand vous présentez que la musique classique accompagne les grands événements sportifs, ça permet de montrer que la musique classique, elle est partout. C'est ça, finalement, le message, le message premier que vous souhaitez faire passer avec votre chaîne YouTube. Oui, bien sûr, la musique classique, elle est partout. Elle nous accompagne au quotidien. Il suffit d'allumer la télé, même si, bon, moi, mon public cible, c'est les 18-30 ans. Ils l'allument de moins en moins, mais on voit une page de publicité, il y a de la musique classique, que ce soit pour promouvoir une voiture, du fromage, tout un tas de choses. Dans les films, elle est présente. Dans les jeux vidéo, elle est présente. Elle est partout. Et mon ambition première, c'est juste que les gens puissent avoir la petite référence, reconnaître ce tube et pouvoir dire à leurs copains, bah tiens, tu savais que ça, en fait, c'était Karl Maria von Weber dans Stupéflip. Ça, c'est un exemple incroyable. Et voilà, c'est juste de pouvoir donner des petites clés. Stupéflip. Oui. Le truc stupéfiant. Oui. Voilà. Mais ce morceau, il est incroyable. Quand j'ai Beaucoup entendu... de travail. Oui, oui. Comme dans un album d'Astérix. Voilà. Oui. C'est ça. Ouais, C'était ça la référence, non ? J'ai du pas tout. entendu. C'est Stupéflip, le truc stupéfiant. Beaucoup de travail comme dans un album d'Astérix. Est-ce que c'est ça votre référence ? Stupéflip. Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, j'ai pas le titre de la chanson, mais c'est Stupéflip vite, Stupéflip vite. Ouais. Et la Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas les paroles. Ah, voilà, donc Mais, c'est bon, on a les mêmes références. Mais sauf que bon, j'ai les paroles et pas la musique, et vous avez la musique mais pas les Voilà. paroles. On se complète hein, finalement. Mais oui. Et voilà, je veux juste essayer de donner les clés aux gens qui me suivent et puis de trouver une porte d'entrée pour tout le monde dans ce milieu de la musique classique qui en fait n'a rien de différent que d'autres univers musicaux. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait autant d'idées reçues sur la musique classique où on se dit c'est un univers qui n'est pas pour moi. Bien souvent on se dit ça, on se dit oh, ouais, non j'y vais pas, ça va être cul serré, non j'y vais pas, faut être bien habillé, non j'y vais pas, j'ai pas les souliers vernis, non j'y vais pas, je comprends rien, non j'y vais pas, il y a trop d'instruments, je vais m'y perdre, non j'y vais pas quoi. Alors là, il faut que je lutte contre moi-même pour pas tout de suite aller sur le champ politique. Mais Ça peut être intéressant, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a bourré le crâne des gens pendant des décennies, même plus d'un siècle maintenant. C'est un art qui a été récupéré par la bourgeoisie et qui a bien voulu faire comprendre à tout le monde, à tous ceux qui n'étaient pas de cette caste, que c'était pas pour eux. Et c'est resté. Et aujourd'hui, on voit bien, ça va de mieux en mieux, on va dire, grâce aux actions des structures, des institutions culturelles qui mettent des choses en place, mais on voit bien que dans des salles, le public, c'est ce qu'on appelle les têtes blanches, quoi. C'est des personnes d'un certain âge, et c'est très bien qu'ils soient là. Hein. Moi, je suis ravi. Hein. C'est vraiment. Il y a un manque de super. mixité aujourd'hui dans le public. Oui. Il y a un manque de mixité sociale. Il y a un manque de jeunesse. C'est un constat assez terrifiant en fait aujourd'hui. Et puis même quand la jeunesse vient d'elle-même, on voit bien que c'est une jeunesse
qui fait des études supérieures souvent ou des choses comme ça. Et c'est très bien, mais j'aimerais tellement que ce soit encore plus populaire, quoi. Que tout le monde puisse se dire, bah oui, peut-être que c'est pour moi en fait. On peut aller à l'opéra en basket, on peut aller à l'opéra pour 5 euros aujourd'hui. Alors, c'est souvent des places sans visibilité. Et ben de moins en moins. D'accord, je me trompe alors. Il y a les places, par exemple, 15 dernières minutes, où, alors selon où on est en France et dans quelle salle d'opéra, pour 5 à 15 euros, on va récupérer soit une place avec une visibilité délicate, soit on va récupérer une place dans les premiers rangs parce que quelqu'un n'est pas venu. Après, ça dépend des opéras. C'est vrai que à l'Opéra Bastille, je sais pas, je pense qu'il y a pas vraiment. Je pense qu'on y voit à peu près de partout. Oui. Mais Garnier, effectivement, il y a des endroits, ce sont des places et hélas, l'architecture des lieux Ouais. qui a son âge et ça fait partie du charme de l'ancien, fait qu'on n'y voit pas, même si on est là. Ouais, mais Garnier, ça reste un spectacle dès l'entrée, en fait. Même dès la façade, sauf en ce moment. Là, on Oui, est passé oui. devant, elle est bariolée pour les défilés de haute couture, mais dès qu'on rentre dans Garnier, c'est déjà le début du spectacle. Plafond. C'est fou. Ne serait-ce que le hall, en fait, avec ses escaliers mythiques. Moi, même pour 5 euros sans voir, j'y vais, hein. Et puis l'opéra, c'est une dame d'un certain âge. Je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais la première fois que je suis allé seul à l'opéra, je suis allé voir Péléas et Mélisande à l'Opéra Comique, dans une super mise en scène, et j'avais une place zéro visibilité. Et la dame à côté de moi ne voyait rien non plus. Elle a sorti son petit plaid en pilou-pilou et une boîte de petits gâteaux. Elle m'a dit, est-ce que vous en voulez, tout ça. Elle m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas, mais moi, je suis là pour entendre avant tout. Et ça m'a marqué, en fait. Et c'est vrai que, bon, des fois, il y a de belles mises en scène, et c'est dommage de les rater, mais en fait, l'opéra, la chose première à savourer, c'est quand même l'orchestre et les voix, quoi. Donc, qu'importe l'image, tant que le son est bon, moi, je suis content, quoi. Il y a cette force d'un orchestre qui joue réellement, ça peut vous prendre aux tripes et c'est souvent un souvenir qu'on se remémore sans cesse en fait. Il y a, je parle des orchestres, vous êtes engagé aux côtés de l'orchestre du Nouveau Monde, vous les aidez un peu dans leur communication, en tout cas vous soutenez leurs actions. C'est ce genre d'orchestre qui permet de s'ouvrir à plein de publics différents. Oui, oui, l'Orchestre du Nouveau Monde, je les soutiens vraiment dans leur action, même si ils sont tout à fait grands et autonomes, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'ai été frappé de voir, quand je suis allé assister à un de leurs orchestres, que leur public, c'est que des jeunes. Et c'est que des jeunes qui n'avaient aucun intérêt pour la musique classique avant ça. Je suis allé voir une de leurs représentations à l'Académie du Climat. La jauge était pas énorme, mais il y avait quand même 500 personnes, ça débordait dans les couloirs, et il y avait que des jeunes étudiants, des jeunes engagés politiquement, des jeunes engagés pour l'écologie. Et j'étais halluciné de voir le succès que ça avait, alors que l'Orchestre du Nouveau Monde n'est pas vraiment dans le réseau musique classique. Et pourtant, il joue des chefs-d'œuvre de Germaine Taillefer, de Dvorak, etc. Et voilà, c'est une espèce de bulle de culture qui existe ici, qui n'est reliée à aucune autre, et qui fait pourtant la jonction entre la culture et la politique, et l'engagement politique. Et je trouve que c'est un combat merveilleux, et il le mène à merveille, et vraiment, oui, l'Orchestre du Nouveau Monde, et Étienne Jarrier, leur jeune chef d'orchestre en particulier, c'est vraiment des gens à suivre, et je pense que si la culture doit avoir un avenir en France, probablement que ça passe par ça et par un engagement politique, parce qu'aujourd'hui, nos politiques ne font rien pour sauver la culture. Aujourd'hui, mais peut-être avant également, c'était un peu compliqué. Ils n'ont pas fait grand-chose pendant des décennies. Non, bien sûr. Mais donc, l'engagement est important. On le mesure même quand on va sur votre compte X, anciennement Twitter, où vous assumez totalement le fait d'être gauchias et d'aimer la musique classique. Oui, oui. Comme une provocation. Est-ce que vous avez besoin de revendiquer de façon provocative pour dire non mais attendez, on va secouer tout le monde un petit peu parce que c'est trop endormi le monde de la musique classique. Est-ce que j'ai besoin de revendiquer le fait que je me place à gauche? Je sais pas, mais moi ce que j'aimerais surtout, c'est que on arrête de penser que la musique classique c'est de droite, basiquement. Et puis j'aimerais surtout que
la musique classique ne soit pas financée que par des personnes orientées plutôt à droite et qui parfois sont très à droite et véhiculent des idées nauséabondes. Je pense qu'un millionnaire de gauche, ça existe et qui doit bien pouvoir financer un festival de musique classique ou donner un petit peu quelque part, quoi. Et je comprends pas pourquoi on s'en réfère toujours aux mêmes personnes qui parfois pour les grands festivals ou même les grandes fondations sont à la tête d'empires médiatiques. J'ai un problème avec ça. Et la musique classique ne doit pas être au seul service de ces idées. Et surtout, au milieu de tout ça, on a des musiciens qui, eux, sont coincés, en fait, parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Donc, il faut bien qu'ils acceptent ce qu'on leur propose. Intermittents du spectacle, oui. Et grâce, justement, grâce à cette spécificité française qu'il faut qu'on arrive à préserver, qui est souvent menacée, ce statut est souvent menacé, et ils interprètent des œuvres qui sont parfois des œuvres révolutionnaires ou qui ont accompagné des révolutions, n'est-ce pas ? Mais complètement, je suis entièrement d'accord. Et alors là, encore une fois, l'actualité nous rattrape parce que au moment où on enregistre, hier encore, un représentant du Rassemblement national disait que le régime intermittent du spectacle, c'était une aberration. La culture est en danger en France aujourd'hui. Les intermittents, c'est quand même des milliers de personnes qui sont dans l'ombre aussi. Et effectivement, les musiciens interprètent des œuvres qui ont été révolutionnaires. On n'arrête pas de nous dire que le musicien et la musique ne devraient pas être politiques, mais en fait, tout est politique. Et dans ce livre dont on va parler, je raconte les combats politiques de certains de ces musiciens et comment ils ont lutté au-delà des mots avec leur art, parce qu'avec la musique, on peut faire passer des messages fous qui dépassent les frontières, en fait. Shostakovich en est un exemple, Beethoven en est un exemple. Oui, la musique est profondément politique. Je vous promets qu'on parle du livre juste après le vrai ou faux, qui est juste après cette question. La question est celle-ci. Vous avez réussi, à travers votre chaîne YouTube, à convaincre certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui n'écoutaient pas du tout la musique classique, de venir en écouter, de venir vous suivre. Vous avez eu des retours ? Oui, j'ai eu des retours d'abonnés. Autre que de haters qui racontent des conneries ? Oui, autre que de haters. Oui. Je ne saurais pas quantifier, mais je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent tiens, l'autre jour tu as parlé de ça, moi je suis allé voir ce spectacle et j'ai trouvé ça super. Ou des fois c'est raté, ils n'ont pas trop aimé, mais en même temps le classique c'est comme l'électro, le rock, le rap. J'adore SCH et Vald et j'aime pas trop Niska, Gims et compagnie, quoi. Donc il y a à boire et à manger partout. Mais oui, j'ai réussi à convaincre des personnes de sauter le pas et d'aller dans une salle, d'écouter de la musique en vrai. Parce que le spectacle vivant, il n'y a rien de mieux que ça pour découvrir la musique, parce que les plateformes de streaming, c'est très bien. Mais ressentir les vibrations de l'orchestre... Les ondes, ouais. Ça, je connais rien de mieux. Rien de mieux ? On va voir avec le vrai ou faux. Jingle. Un café au comptoir. Guillaume Benoît, vrai ou faux, vous avez écrit plus d'une quinzaine de bandes dessinées. C'est absolument faux. Bon. Ah non, mince, c'était Benoît Guillaume. Et oui, mais j'ai ces bandes dessinées. Je les ai pas toutes, mais je les ai. Oui. Dont une, alors j'ai plus le titre en tête, c'est terrible. Mais je sais que la couverture est jaune avec des dessins noirs et ça parle un peu de dépression, des choses comme ça. Et j'ai lu ça quand j'étais en tout début de fac. Et c'est un précieux souvenir. Alors en faisant des recherches sur vous, moi je ne connaissais pas cet auteur de bande dessinée, mais voilà, je tombe là-dessus, je me dis mais il a écrit des BD ? Non, il n'a pas écrit. Non, c'est pas le même. Tout va bien. J'ai beaucoup d'homonymes et aussi avec le nom-prénom inversé. Ah oui. D'ailleurs, quand j'étais animateur radio à Angers, il y avait un autre animateur sur une autre radio qui s'appelait Guillaume Benoît aussi. En fait, vous étiez partout. Oui, le don d'ubiquité. Vrai ou faux ? Attention, elle est terrible celle-là. Vrai ou faux, vous êtes yébléroné ? Oui, je suis c'est une maladie, yébléroné. Yébléroné ? Oui. Alors, est-ce que c'est une maladie ? On va pas retourner sur la politique, mais non, ce n'est pas une maladie. C'est le village de mon enfance, Yébleron, en plein cœur du pays de Caux, à côté de Fauville-en-Caux, à côté d'Yvetot. Ça parlera peut-être un peu plus à certaines personnes. Qui sont à côté du Havre, tout ça. Oui, c'est exactement entre Le Havre et Rouen, en fait. Et Yvetot, c'est la ville d'Annie Ernaux.
qui a grandi là-bas, je crois. Oui, Ébleron, c'est une petite commune. Je pense que quand j'y étais, il y avait 2000 habitants, quelque chose comme ça. J'y ai fait mes premiers matchs de foot où j'étais très mauvais. Et j'ai suivi l'enseignement là-bas dans le primaire du CE1 jusqu'au CM2. Et c'est des beaux souvenirs. Donc il est lié blaironné pour de vrai. Vrai ou faux, vous avez supprimé la première vidéo de votre chaîne YouTube. Oui, c'est totalement vrai. C'est une erreur de jeunesse, c'est ça? Oui, c'était une vidéo dans laquelle je racontais beaucoup de conneries. Maintenant, vous surveillez tout ce qui est dit, toutes vos sources. Oui. La première, je l'avais faite un peu vite, je pense, un peu par-dessus la jambe, sur Mozart. Ce qui est dommage quand même. Et oui, depuis, je veille à recouper mes sources plusieurs fois, quitte à, si j'ai le moindre doute, enlever l'info, en fait, tout simplement, parce que... Beaucoup de travail, faire ces vidéos, c'est épuisant. C'est pas un après-midi, quoi. Non. Non, il y a des vidéos qui m'ont pris plusieurs mois, ne serait-ce que pour l'écriture. Et il y en a dont j'ai commencé l'écriture il y a 4 ans et qui sont pas encore... Oui. Comment ça se fait? Le Covid est passé par là déjà, et puis après j'ai dû trouver un vrai travail pour subvenir à mes besoins parce que j'avais plus de rentrée d'argent. Oui, enfin voilà, c'est principalement Les recherches, quoi. Mais, énormément de recherches, énormément de montage aussi. C'est pas vous qui le faites, mais en partie. Sur les vraies capsules révision nos classiques, effectivement, c'était plus moi, c'était Aurélien Levenbruck, à qui je dois énormément, qui est intermittent du spectacle, qui est un cadreur, chef opérateur, réalisateur, régisseur de génie, que j'embrasse s'il nous écoute. Il est habilleur, styliste également, parce que dans une vidéo, vous êtes avec sur la musique mexicaine, c'est ça? Non, ça c'est moi tout seul. Ça, c'est vous tous. Ouais. J'aurais peut-être dû lui demander d'ailleurs. Mais je crois que le sombrero lui appartenait. D'accord. Parce qu'après, je me suis dit, est-ce que sur la musique belge, parce qu'il y a toute une capsule sur la musique belge, je me suis dit, si ça se trouve, il va être déguisé en belge, et j'étais très déçu parce que non. Non, les Belges, ce sont nos frères. Donc, j'ai pas besoin de me déguiser en belge. Amis mexicains, ne le prenez pas mal. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Beaucoup de personnes pensent que votre chaîne s'appelle Révision nos classiques. Oui, oui, c'est vrai, mais je ne m'explique pas pourquoi, ça ne veut rien dire. Ça vous énerve, pareil. Oui, ça m'énerve, ça ne veut rien dire. Révision nos classiques. Qu'on confonde avec réviser vos classiques, je peux l'entendre. Mais non, ça n'a pas de sens. Alexis. Donc c'est bien révisons vos classiques. Révisons nos classiques. Oui. Révisons nos classiques. Oui. Voilà, c'est important. Enfin, voyons. Et vrai ou faux, vous faites des concerts à présent? Oui, plus ou moins. Je fais partie d'un chœur, du chœur de chambre de Rouen, et on donne des concerts régulièrement. Et je participe aussi assez souvent aux ciné-concerts, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, des choses comme ça. Je suis dans les chœurs, voilà. Yeah. Ouais, c'est très très cool. Artiste lyrique. Ouais. Donc, l'actualité de Guillaume Benoît, en plus de Révision nos classiques, c'est ce livre qui s'appelle 49 petites histoires de la musique classique, avec une playlist exclusive Warner Classics. Comment vous le présentez, vous, ce livre qui est dans une petite collection aux éditions Debec Supérieur, DBS. Et tout à l'heure, je disais aux allures de fiches pratiques, mais fichtrement pratiques. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on retrouve tous les grands compositeurs qui ont façonné l'univers de la musique classique qui nous entoure. Présentez-le nous. Alors, 49 petites histoires de la musique classique, c'est un livre qui vous propose de parcourir l'histoire de la musique du Moyen-Âge à aujourd'hui, à travers les récits de 49 compositeurs, des récits parfois fantastiques, parfois d'une banalité banale. On est encore le matin, je suis désolé. Pas grave, c'est pas grave. Et voilà, et c'est... En fait, moi j'ai l'impression de ne pas parler de musique dans ce livre, paradoxalement. Ouais, je parle d'histoire. Et je pense que je fais partie de cette école de musiciens qui pensent qu'on n'a pas besoin de comprendre la musique pour l'aimer et qu'on n'a pas besoin de saisir tous les codes d'une œuvre pour pouvoir la savourer. De grands musicologues me contrediraient.
certains qui passent sur des grandes chaînes d'ailleurs. Euh, mais moi, je pense que moi, j'ai toujours été féru d'histoire et je pense qu'en comprenant le contexte historique de la création d'une œuvre et puis en ayant une anecdote sur un personnage, eh ben, on peut se prendre de passion pour lui en fait. Et par exemple, Beethoven et Napoléon, je trouve que c'est une histoire improbable. Et Euh, quoi? en fait, Beethoven était fou amoureux, pas littéralement, mais de Napoléon. Il a entendu les récits des exploits de Napoléon, de Bonaparte pendant la Révolution, et a été pris d'un élan révolutionnaire lui aussi, et a composé une symphonie en son honneur. Et puis, apprenant que Napoléon finalement s'était couronné lui-même empereur, Beethoven a déchanté, Déçu. était pour le moins déçu. Il a rayé la dédicace sur la partition si fort qu'il l'a trouée. Et puis après, bah, Napoléon a envahi Bonn, etc. Donc Beethoven très très triste. Et, et au moment du décès de Napoléon, en fait, Beethoven déclare qu'au sujet de cette symphonie héroïque, il avait déjà écrit la musique pour un tel événement, et c'était cette symphonie justement dans laquelle c'est en fait la vie d'un héros de ses exploits jusqu'à sa mort. Et voilà, je trouve que cette histoire, elle est merveilleuse. Donc à chaque fois, il y a une anecdote. Mhm. C'est beaucoup de travail pour faire. Ça vous a pris combien de temps? Bon, c'est 1 an, hein. 1 an de travail, Ouais. acharné. Acharné, mais comme pour YouTube, avec des phases de flemme, de dépression, d'angoisse. Parce que c'est la première fois qu'on me propose d'écrire quelque chose d'aussi conséquent. Et Ça vous a fait peur au début? Vous vous êtes dit, ou vous y êtes Ah ouais, allé ouais. tout de go Non, j'étais en flip total. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai écrit le premier chapitre. en moitié flip, Ouais. en stupéflip. Oui, j'ai écrit le premier chapitre d'une traite. C'était le chapitre test sur Bizet et Carmen. Et j'étais trop content de moi. Vraiment. Et je l'ai envoyé à la maison d'édition. Ils m'ont dit, ouais, c'est trop bien. Et après, je me suis dit, ok, il faut que je fasse au moins aussi bien pour tous les autres. Il m'en reste 48 là. Et donc, j'en ai écrit quelques-uns. Bon. Puis, arrivé à la moitié, j'ai relu un peu tout ce que j'avais fait. Erreur fatale. Je me suis dit, mais c'est nul, il faut que je recommence tout. La panique était totale. Donc, heureusement, j'étais bien entouré à la maison et par la maison d'édition. Où tout le monde m'a un peu rassuré, m'a vraiment accompagné. C'était super agréable. Et bon, finalement, c'est sorti. Mais bon. 49 petites histoires, c'est dans une collection où on voit également qu'il y a 49 petites histoires de la préhistoire, 49 de mythologie. 49, vous ne pouviez pas changer donc Non. ce chiffre. Ça veut dire que soit vous en aviez beaucoup plus, Mhm. et puis il a fallu faire des choix, soit vous vous êtes dit, bon, ben, je vais essayer d'en retrouver, et puis comment ça s'est fait? Voilà. Mais Vous comprenez ma question? oui, mais j'imagine. bizarrement, c'est un peu des deux. D'accord. Parce que, en vérité, je pense que je pourrais en avoir 200. Et comme je me suis dit, ça se trouve, ça va faire un flop. Il n'y en aura pas de deuxième. Il faut vraiment que je mette les 49 meilleurs tout de suite. Donc, je suis parti sur les compositeurs. Parce qu'il y a des choses qui sont en dehors de ça, mais je me suis dit qu'il fallait une trame quand même. Et donc, j'ai choisi 49 compositeurs, mais il a fallu que j'en sorte. Par exemple, Il y il n'y aura a toujours pas... des gens qui vont dire, mais il n'y a pas Stockhausen. Voilà. Je dis, c'est bien, vous l'avez acheté, comme ça, vous l'aurez dans le 2, c'est super. Pas mal. Pas mal. Mais oui, il n'y a pas Tchaïkovski, par exemple. Et ça me fend le cœur. C'est vrai? Ouais. Donc, en fait, la chose aussi, c'est que je voulais qu'il y ait un petit peu toutes les périodes historiques. Je voulais qu'il y ait le Moyen-Âge, qu'il y ait le baroque, le classique, le romantique, etc. Bon, finalement, vous verrez que c'est un peu déséquilibré quand même, parce que moi, ma grande période de prédilection, c'est le romantisme et puis le XXe siècle. Donc, Debussy, mais moi, je suis un fan devant l'éternel de Mahler. Et mon compositeur préféré, qui n'est pas dans le livre, c'est Sibelius, pour des raisons très personnelles et que je ne m'explique pas d'ailleurs. Mais il n'est pas dedans. Et en plus, son histoire est un peu touchy. L'histoire de Sibelius? Ouais, parce qu'il aurait Il eu a des fait- incointances avec... au niveau politique, il n'était pas ouf apparemment. Ah, d'accord. Mais bon, comme j'avais déjà mis Wagner, je me suis dit, bon allez, je vais pas mettre Sibelius. C'est la difficulté de séparer l'homme de l'artiste. Voilà. D'accord. Mais bon, si on lit entre les lignes, pour certains, on sent bien ce que j'en pense quand même, hein, D'accord. à mon avis. Toujours important. Vous me direz. Hein. Donc,
Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces anecdotes à l'intérieur. On sent que ça s'adresse pas nécessairement à un public de musicologues, mais justement plutôt à un grand public ou des personnes qui vont aller picorer telle histoire et de passer d'histoire en histoire. Et peut-être vous-même, vous avez découvert des choses et redécouvert des compositeurs en écrivant ce livre. Oui, complètement. J'ai redécouvert certains compositeurs et compositrices parce que j'avais à cœur de mettre des femmes compositrices aussi dans ce livre. Mais je voulais pas en mettre trop non plus parce que là, je vais faire de la publicité pour quelqu'un d'autre. C'est Aliette Delalleux qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Si Mozart était une femme, dans lequel elle parle des compositrices. Et elle le fait 1000 fois mieux que moi, donc je me suis contenté de celles qui avaient des anecdotes les plus intéressantes dans le cadre de ce livre, ou celles qui avaient des histoires qui vraiment me tenaient énormément à cœur, comme Lily Boulanger, qui a une histoire tragique et qui, en une vingtaine d'années, a été bouleversante dans sa musique. Il y a Clara Schumann qui s'est sacrifiée pour son mari, il y a Fanny Mendelssohn. Ouais, c'était important. J'ai complètement oublié la question, hein. Je suis parti sur les compositrices. Vous avez découvert vous-même des compositeurs, vous avez redécouvert des compositeurs en travaillant leur histoire. Oui, et en fait, on a même redécouvert littéralement un compositeur, puisque dans ce livre, il y a le premier chapitre de la littérature sur Oscar Posa, qui est un compositeur qui a été redécouvert pendant le confinement par Olivier Lalanne, qui est un mec merveilleux, très charmant, qui est à Montrouge, il n'est pas très loin d'ici, et qui, en fouillant dans des affiches de concerts, dans des archives du XXe siècle, est tombé sur une affiche dans un grand théâtre viennois avec les noms de 3 compositeurs, dont 2 très connus, et au milieu, Posa. Et il s'est dit, mais c'est qui ce type? Parce que ça ne doit pas être n'importe qui pour être ici quand même. Et il a fait des petites recherches, il n'a rien trouvé sur cet homme. Et pas un enregistrement, pas une partition, rien. Donc, je raconte comment il a redécouvert ce compositeur, par quel travail et avec quel soutien. Et c'est une musique qui est merveilleuse, que j'ai pu entendre en fin d'année, en fin de saison dernière. Et ils ont ressorti des partitions de l'oubli. Il est dans votre livre. Oui, c'est le chapitre 43, si je ne dis pas de bêtises. J'y vais. Et Oscar Posa, c'est une musique mais merveilleuse. Et nous tournons les pages pour découvrir ce Oscar Posa, effacé de l'histoire. Et donc Oscar Posa est dans votre livre, et donc il est dans peu de livres. Ce livre va donc devenir une sorte de référence pour les personnes qui cherchent des informations sur Monsieur Posa. Oui, après, très honnêtement, je raconte un petit peu sa vie, mais je raconte surtout la redécouverte par Olivier Lalanne, qui est fascinante, je trouve. Et elle n'a rien à voir avec Francis. Non, absolument rien à voir. Et c'est pas du tout les mêmes personnages. Mais très drôles, tous les deux. Voilà. Il y en a qui est drôle et inquiétant, et puis... Voilà. Et l'un des deux organise de très très bonnes soirées raclette. Mais je ne vous dirai pas lequel. Je pense avoir compris un peu. Voilà. Il m'a soufflé avec sa raclette, je ne m'y attendais absolument pas. Désolé, on peut couper. Hein. Non, tout va bien, mais j'adore ça. Dans ce livre, il y a également une playlist chez Warner Classics, une playlist dont le code barre est à l'intérieur du livre. Il suffit pour l'avoir de scanner le code barre. Comment on crée une playlist idéale? Pareil, ça prend énormément de temps. C'est au feeling, Ouais, je me suis pris la tête pour savoir quel morceau mettre dans cette playlist. Est-ce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait et puis ils ont dit bon, tu mettras ton nom? Non. Warner, c'est vraiment une équipe qui m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant, parce qu'on a même publié ensemble une compilation Révisons nos classiques. Et là, pour le coup, c'était un peu ma playlist idéale, mais du mois d'il y a 6 ans maintenant, je pense. Et pour le livre, alors parfois c'était évident, en fait, je parle d'une œuvre en particulier, donc je la mets dans la playlist. Et pour d'autres, j'avais pas le cœur de mettre le morceau cité, qui pouvait être un peu dur, ou alors je voulais simplement faire découvrir une certaine facette du compositeur. Donc je suis allé me perdre dans le catalogue de Warner, qui est immense, parce que il y a les morceaux, mais il y a aussi les interprètes qui sont différents et qui apportent des choses inédites à chaque fois. Donc ça m'a pris 2 bonnes semaines, je pense, pour
me dire oui, c'est ça que je veux vraiment. Et justement, j'allais venir sur les interprètes. Entre les interprètes, quand il s'agit de quelque chose de vocal, et les chefs d'orchestre pour l'ensemble, on peut se retrouver parfois avec une œuvre interprétée par 10, 20 ou 30 personnes différentes. 30 enregistrements différents. Mhm. Comment on choisit ? Bon, comment on choisit C'est beaucoup de temps d'écoute. Moi, j'ai déjà mes petits chouchous parce que j'ai la chance d'avoir déjà écouté beaucoup de choses. Donc, je sais un peu intuitivement vers qui je vais me diriger. Mais j'ai la chance d'avoir dans l'équipe Warner Emmanuel. Ils s'appellent tous Emmanuel de toute façon. Donc, qui... Pratique pour les RH. c'est vrai. Universel. Et donc, il est venu me suggérer quelques petites choses que je connaissais pas, qui étaient un petit peu cachées. Et j'ai fait des découvertes assez surprenantes. Mais après, bon, j'essaie quand même aussi de mettre en avant des interprètes d'aujourd'hui. Donc, on va retrouver Renaud Capuçon, mais aussi Lucienne Renaud-Navarry, qui est une bonne connaissance, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je trouvais ça chouette de la mettre aussi dans cette playlist et qu'elle accompagne ce livre, parce que Lucienne, c'était ma première interview sur Révisons nos classiques. Donc, c'était une manière de boucler la boucle, entre guillemets, de se dire, bah voilà, ce livre, c'est la fin d'un cycle pour Révisons nos classiques. Le début d'un autre, parce que Révisons nos classiques ne s'arrête pas. Jamais. 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 Enfin, à moins que je sois vraiment dans la panade financièrement et qu'il faille que je me tourne vers autre chose. Mais je pense que même si je devais trouver un job alimentaire, parce qu'en toute transparence, aujourd'hui, c'est pas simple, hein, d'être un parasite qui vient ponctionner de l'argent dans le milieu de la culture qu'on n'a pas beaucoup. Eh oui, je suis un intermédiaire. C'est une chaîne qui vit notamment grâce au sponsoring. Parfois, on peut vous entendre merci à la Caisse d'épargne, merci à un tel, merci à... Ouais, alors ça, la Caisse d'épargne, c'était il y a quelques années et j'aimerais bien avoir un chèque comme ça tous les mois. Hein. Mais... Il faut aller les chercher, c'est compliqué. Oui, on a l'impression de faire l'aumône et des choses comme ça. En fait, vraiment, si on veut aller dans le détail, c'est compliqué parce que moi, j'ai dû faire une pause pendant la période Covid. Ça a été très douloureux pour moi de devoir abandonner tous ces projets. Et j'ai dû trouver un emploi alimentaire. Bon, j'ai eu la chance de le faire dans une maison d'opéra qui était très chouette, au service communication. Après, je suis devenu producteur dans une société qui faisait de la captation d'opéra et de concerts, prestataire d'Arte, France Télévisions, tout ça. C'était très bien. Et puis là, ça fait 1 an que j'ai tout quitté pour revenir à ça. Bon, j'ai déprimé pendant 6 mois. Et... ma vie n'est qu'un long, un long cycle entrecoupé de dépression. Mais voilà, je relance tout ça aujourd'hui, et relancer une chaîne YouTube avec 50 000 abonnés après 4 ans d'absence, c'est un sacré challenge quand même. Donc j'ai la chance d'avoir un réseau qui me soutient un peu quand même dans le milieu de la musique classique, et de connaître un peu tout le monde, que tout le monde me connaisse un peu, et d'avoir la confiance de certains partenaires qui vont m'accompagner pour me permettre de me relancer, de créer du contenu. Moi, j'essaie d'être assez sympa quand même de l'autre côté, niveau facture. Voilà, je vous dis tout. Donc, c'est pas hyper simple, mais j'ai encore, disons, 1 an devant moi pour que cette chaîne devienne de nouveau rentable. Donc on verra. Et puis il y a ce livre-là. Contre l'algorithme et tout ça, et présenter ce livre qui est là, encore une fois, 49 petites histoires de la musique classique. Cadeau idéal, voilà. Hein. Oui, je pense que c'est vraiment un bon cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et c'est surtout pas pour les gens qui connaissent la musique. C'est surtout pas pour les gens qui découvrir. Voilà, c'est vraiment dans l'optique de découvrir quelque chose. Et mon attaché de presse va m'engueuler si je dis ça, mais c'est le livre idéal à mettre dans vos toilettes. Vraiment. Dans les toilettes, oui. Livre de toilette. Oui, parce que c'est 49 petits chapitres. Ça se lit rapidement. Donc voilà, c'est plutôt que d'avoir un magazine. On prend comme on veut. Voilà. Verdi, plutôt de scroller sur TikTok. Clara Schumann, au nom de Robert. J'étais sur Vorjak, un nouveau monde de musique. Ah bah oui, symphonie du nouveau monde. Quand tu nous tiens. Eh bien, on va rester avec des compositeurs, car nous sommes au café de la paix. De la paix, café de la paix, à côté de l'opéra. Et j'ai un petit quiz pour vous. Oula. Ouais. Okay. Qui est sur l'univers du café. D'accord.
l'univers de la musique classique aussi. Merci. Bah voilà l'addition. L'addition arrive. C'est le café de Bach. D'ailleurs, tout à l'heure, vous prononciez Beethoven, pas Beethoven. Vous dites Bach ou Bach? Bon, moi, je dis Bach. Hein. Vraiment, je suis François. Je parle François. Et les gens qui disent Bach véhiculent, après, c'est que mon point de vue, parce que je suis un peu tatillon, un peu chiant. Ça véhicule une sorte d'élitisme, de dire ah mais non mais on dit Bach. On dit Bach, bon, on dit Dvorak. Alors par contre sur Dvorak je peux être très très embêtant parce que si les gens le prononcent mal, là ça m'agace. Mais je sais pas pourquoi, c'est à la tête du client. Mais c'est effectivement c'est même pas Dvorak en fait. Normalement c'est Dvorak. Dvorak. Voilà, c'est une femme tchèque qui m'a dit ça une fois, c'est Dvorak. Ah bah elle était pas polonaise. Donc bon voilà. Le café de Bach, hein, voilà. Non pas Barbach, le café de Bach. Quel est le titre de la cantate humoristique que Johann Sebastian Bach a composée en l'honneur de son amour pour le café? Alors je sais qu'il a composé une cantate sur le café, mais le nom exact... Petit A, cantate de l'amour. Petit B, cantate du café. Petit C, cantate de la musique. C'est quoi le petit A, pardon? Cantate de l'amour. Mais c'est pas la cantate du café, tout simplement? C'est la cantate du café. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est cette œuvre humoristique raconte l'histoire d'un père essayant de convaincre sa fille d'arrêter de boire du café. Mais elle refuse catégoriquement, déclarant que le café est plus délicieux que 1000 baisers. C'est vrai. Voilà. Mais Bach était addict au café. Totalement. Donc là, vous venez de boire un café et plus délicieux que 1000 baisers. Question 2, le bistrot de Beethoven. Dans quel café viennois Ludwig van Beethoven aurait-il griffonné les premières notes de sa symphonie numéro 5? Dans quel café viennois il écrit ça? Est-ce que c'était dans le café central, dans le café Fraunhofer ou dans le café Mozart? Waouh, je n'en ai aucune idée. C'était dans le café Fraunhofer. Voilà. C'était un habitué des cafés viennois. Il fréquentait régulièrement le café Fraunhofer, l'un des plus anciens de Vienne, où il composait et discutait avec ses amis. On a le premier chapitre pour... Il aurait griffonné les premières notes de sa célèbre symphonie numéro 5 sur une nappe en papier, inspirée par le rythme des coups frappés à la porte par un serveur impatient. Pom 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 pom. C'est beau, on a le premier chapitre du tome 2. Ouais. Grâce à qui? Je veux être dans les remerciements. Mais il y aura les royalties aussi, tout ça. Hein. Troisième question. Quel cocktail est attribué à Giacomo Rossini, composé de purée de fraises et de prosecco? Petit A, le Bellini. Petit B, le Rossini. Petit C, le Mimosa. Alors, je suis pas un expert en alcool, parce que la recette devrait m'aiguiller. Mais si c'était le Bellini, ce serait absurde, puisque c'est un autre compositeur. Mais je dirais le Mimosa. C'est pas ça le Mimosa? Parce que le Rossini, non, c'est le tourne-dos. Alors, il n'y a pas en plus un cocktail qui s'appelle Rossini? Le Mimosa, c'est avec du champagne. Ah ouais? C'est ce qu'on prend, c'est le cocktail du matin au petit déjeuner avec du champagne. Oh. Oui, je sais. Non, c'est donc le cocktail de Rossini, la bonne réponse. Giacomo Rossini, compositeur italien connu pour ses opéras Le Barbier de Séville. Était un fin gourmet, un amateur de boissons. On lui attribue la création d'un cocktail qui porte son nom, donc le Rossini. Comme vous, vous aurez peut-être un jour le cocktail de Benoît. Je ne sais pas. Peut-être. Variante du Bellini, composé de purée de fraises fraîches et de prosecco, Rossini aurait créé ce cocktail en hommage à ses opéras, comparant la couleur rouge du mélange au rideau de scène de l'opéra. C'est beau. C'est beau, hein? Ça fait rêver. J'ai presque envie d'en prendre un. Mais il est un peu tôt, peut-être. Mais vous savez, il faut vivre hein, quand même. Guillaume Benoît, merci beaucoup d'avoir participé à Un café au comptoir. Je rappelle le titre de votre livre 49 petites histoires de la musique classique aux éditions DBS et la chaîne YouTube Révisons nos classiques. Et le compte Instagram. Et le compte Instagram. Oui. Et le compte TikTok. Oui. Et la chaîne Twitch. Et même Dailymotion. Et Dailymotion. Je suis partout. Oui. C'est génial, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée, très bonne chance à vous.
vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.